qui est très sombre, et cela ne retire rien au caractère joyeux de l'ensemble. Donc, que ce soit gai ou que ce soit triste, la musique est toujours joie, c'est-à-dire on pourrait intensité, comme il le dit, ou un caractère d'allégresse de la musique, y compris quand elle est triste, au sens où peut-être on pourrait entendre que la musique, elle est puissance, que sa joie vient de sa puissance matérielle. Hein. Oui. Voilà, je pourrais lire de ça. Au caractère, voilà. Je suis très frappée par ça, donc par le caractère allègre. Et c'est ça aussi qui me fascine dans Verdi, par exemple. J'ai choisi un passage assez sombre de Verdi, que l'on écoutera tout à l'heure. Mais Verdi raconte des choses atroces, et on en est quand même dans une espèce, de joie, d'intensité, dans le plaisir corporel, dans l'intensité charnelle, alors même que l'histoire que l'on raconte est une histoire de bébé jeté dans le feu ou d'amour extraordinairement malheureuse. Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup, c'est ce qui fait que j'aime tant la musique. Voilà, et là, il dit un petit peu depuis quand, la journaliste lui demande depuis quand date son intérêt pour la musique, et là, il dit ce que vous pouvez lire dans la chronique des idées perdues, et puis aussi dans les années de démolition, qui, tout en étant un roman, s'inspire de sa vie à lui. Voilà, où ça fait depuis l'âge de 10 ou 12 ans que Châtelet écoute de la musique, et puis où il classait les musiciens par ceux qui les intéressaient le plus. Voilà, il établissait un classement depuis l'âge de 10 ou 12 ans. Donc ce caractère un petit peu le rapport qu'a François Châtelet avec la musique, c'est la musique pour lui, elle est matière. En prenant un autre extrait de Mozart, de Pulcinella, il parle même, puisque Polichinelle a un costume avec des carreaux sur le corps, il parle même d'un décalque. La musique produit un décalque sur ma propre peau, dit-il. Hein, parce qu'il y a Polichinelle, et que Polichinelle, c'est un personnage qui a des carreaux sur le corps. Et moi, j'ai l'impression, quand je l'écoute, qu'il décalque ces carreaux sur ma propre peau. C'est de la musique de peau, Pulcinella. Et ça me colle, et ça me va bien à la peau, et ça épouse bien mon corps. Là, je me le sens bien. Donc, la journaliste lui demande... Bon, mais dans quelle musique... Pulcinella. Dans quelle musique celle-là il apparaît? Dans Polichinelle. C'est en relation avec la musique ou en relation avec simplement le personnage? Ce Polichinelle, c'est dans une œuvre musicale qu'il en parle, Polichinelle? Oui, dans l'œuvre de Stravinsky, Pulcinella. Oui, mais c'est dans une œuvre de qui? Il intervient dans... Je n'ai pas présent à l'esprit. Tu parles de Polichinelle, mais c'est dans une œuvre de Verdi ou quoi? Non, comme ça, en l'air. Comment parle-t-il? Parce qu'il fait référence à Stravinsky. Ah? À Stravinsky. Ah, à Stravinsky, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça. C'est dans... Et vous, c'est qu'il intervient? C'est dans l'histoire du soldat? Non, non, c'est pas l'histoire du soldat. C'est Polichinelle. Oui. Il a écrit Polichinelle, Stravinsky. Oui. C'est ça. D'ailleurs, à propos de Stravinsky, ce qui l'intéresse à propos de Stravinsky, c'est les variations qu'il met en place. Et Châtelet, d'ailleurs, dit bien que lui-même essaie de faire une œuvre aussi de ce type-là, avec des variations. Voilà, donc il précise à nouveau ce rapport de la musique et de la joie qu'elle transmet, mais pas la joie au sens d'être gai, mais vraiment de la puissance matérielle de la musique. Alors, je passe un petit peu, parce que ce qui est important... je crois pour Châtelet, et peut-être on pourra ne pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui est très important, c'est que
bon, d'une certaine manière, la musique, en quoi elle est importante dans l'œuvre, je crois, dans la pensée de François Châtelet, encore, en quoi, là encore, elle manifeste, ou en tout cas la musique l'aide à penser un autre rapport à la philosophie. Je crois que c'est ce qu'il dit là. C'est-à-dire que pour lui, il y a une supériorité de la musique dans la transcription des sentiments, dans la transcription de ce qui touche aux passions, au drame de l'amour. Là, je vais vous lire ce passage qui est très beau. Je signale que la journaliste Christine Goémé, qui travaille à France Culture, encore à l'heure actuelle, a fait une émission d'hommage à François Châtelet et qu'elle a repris ce passage-là, hein, qui est très beau. Donc je vous le lis, et puis voilà. Mais quand même, là encore, je vais revenir sur ce thème de la joie. Et aussi, on va passer à quelque chose de plus grave, puisque j'ai choisi ensuite l'air d'Elvire, l'air de l'acte 2, en français, parce que je prononce trop mal l'italien, de quelle parjure, quelle scélératesse. C'est grave cette affaire-là. Et alors là, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'au fond, il n'y a que la musique qui ait su exprimer les passions et les drames de l'amour avec une telle intensité, et dans l'aspect corporel, dans l'aspect charnel. Bon, des descriptions de troubles amoureux ou de désespoir ou de plaisir amoureux, psychologiques comme on dit, la littérature s'en tire souvent très bien. Mais à ma connaissance, en dehors de quelques rares textes, il me vient à l'esprit des textes d'Henri Miller, La joie charnelle de l'amour, il me semble qu'il n'y a que la musique qui le dit, et ça me paraît tellement fort dans cet air-là, dans cet air d'Elvire, de Mozart. Il est évident que, comme on aurait dit dans un roman du début du XXe siècle à l'eau de rose, toute une partie de son être se rebelle contre ce garnement, contre ce méchant personnage. Mais par ailleurs, elle le désire, et tout ça passe dans la musique orchestrale, et passe dans le mariage entre la musique orchestrale et la voix d'Elvire. Je trouve que c'est prodigieux, cela. Ce qu'il faudrait faire, ce serait un exercice très intéressant, écouter cet air, et puis ensuite mettre quelques textes, soit philosophiques, soit littéraires, qui parlent des chagrins ou des troubles de l'amour. La différence serait considérable. Il me semble que là, la musique réussit. Et souvent, il me vient à l'idée qu'on devrait remplacer les cours de psychologie élémentaire, où on veut faire sentir aux gens comme ça, d'une manière purement descriptive, ce qui se passe dans l'âme humaine. Eh bien, on devrait remplacer ces cours, qui sont des discours, par de l'audition musicale. Moi, je rêve de faire une espèce d'anthologie, de psychologie pour les classes terminales, uniquement avec des disques ou avec des cassettes. Bien sûr, on aurait peut-être du mal à en tirer une dissertation après, mais après tout, la dissertation, c'est périmé complètement. Je crois que c'est là où vraiment on peut entendre. Et entendre, ça veut dire quoi ? Parce que s'il s'agit d'entendre intellectuellement, ça n'a pas de sens. Il faut entendre pratiquement. Or, c'est la musique qui nous fait entendre pratiquement la chair et les passions de la chair. Et c'est vrai également pour Verdi. Je crois que quelque part dans la chronique des idées perdues, je disais la psychologie un peu élémentaire des personnages de Verdi. Effectivement, quand on lit le livret, on est... Voilà. Là, il s'interrompt. Voilà, c'est vraiment un très 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 beau passage, effectivement, de ce rapport de Châtelet à la philosophie, à la musique, où on voit bien que là où le texte, c'est bien ce qu'il dit, c'est que le texte, pour les passions, pour les sentiments, fait défaut, ne sera jamais aussi fort que la musique, qu'une certaine musique, pourrait-on dire. Bon. Or ça, si vous voulez, bon, je peux le lier, on peut le lier là très 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 bien à ce qu'il dit dans ce chapitre dont je vous parlais, le bon plaisir, où donc François Châtelet évoque les plaisirs qui sont les siens. Donc dans cet ouvrage, peut-être l'avez-vous lu, je reparle brièvement, mais donc il retrace son parcours intellectuel, philosophique, et il y a quand même des chapitres très
je dirais très costaud pour parler de manière un petit peu comme ça, pas très soutenue. Bon, il reparle de son rapport à Marx, son rapport à Hegel, etc. Et là, c'est un chapitre qui arrive à la toute fin et qui s'appelle Le bon plaisir, sur les plaisirs qu'il a, qui sont de trois types, les plaisirs de Châtelet, la musique, la cuisine et l'amour charnel, le désir. C'était un homme à femme, en tout cas marié 3 fois, c'est certain, aimant beaucoup les jolies femmes, et pour lequel, en tout cas, l'érotisme et le désir n'étaient absolument pas quelque chose à mettre de côté, enfin, y compris dans la pensée. Donc voilà un petit peu de quoi parle ce chapitre. Et donc, quand il évoque la musique, finalement, la musique, c'est un exemple pour lui de matérialisme. C'est l'exemple d'une logique, parce que je crois que c'est ça qu'il a toujours cherché. Il a cherché une autre logique que la logique du discours platonicien jusqu'à Hegel, une logique très particulière, dont la destination finale est de dire la vérité. Je crois que la philosophie de François Châtelet était à la recherche de ça, d'une autre logique de la vie. Il a toujours, peut-être que son rapport à Hegel, qui est très fort, était le fait que Hegel voulait changer la vie, la penser la vie, mais la penser comment? Je crois que c'est un peu, et c'est ça qui se joue avec la musique pour François Châtelet. La musique permet de penser la vie, peut-être en ne mettant pas de côté ce qu'elle a de plus sensitif, de ce qu'elle a de plus sensuel, dans ce qu'elle a de plus impalpable, et que peut-être le philosophe ou l'écrivain n'est pas toujours à même de rendre. Là, je parle du point de vue de Châtelet. Donc il y a, voilà, en tout cas, la musique chez François Châtelet manifeste la recherche d'une autre logique. Voilà, d'autres combinaisons pour se penser la vie, si on veut reprendre ça. Oui, dans la tradition de Hegel, de l'esthétique de Hegel, qui est intéressante, mais qui est un peu de ce point de vue-là, que connaissait fort bien Châtelet, effectivement, puisqu'il a été profondément hegelien, mais pas sur ce plan de l'esthétique de Hegel et de ce qui se retrouve également, bien qu'avec des différences sensibles chez Schopenhauer, que de la musique comme étant essentiellement orientée vers le sens de l'intériorité. La musique est quelque chose qui, pour la tradition classique, était essentiellement tournée à partir de Platon. Les analyses de musique sont tournées surtout du côté de la métrique et de l'ordonnance musicale, y compris de l'harmonie, enfin, je ne fais pas ici une histoire que l'on peut voir par ailleurs et largement écrite. La musique est célébrée en philosophie à partir du nombre, du rythme, ou alors comme accès à l'intériorité, du sens interne, sur une voie qui est progressive et qui part de l'extériorité, de l'architecture ou de sculpture inscrite dans la matière lourde, pour aller vers l'intériorité, le sens interne, la temporalité, etc. Ce qui caractérise il n'y a pas de théorie, c'est absolument certain qu'il n'y a pas de théorisation chez Châtelet. Il n'a pas écrit une théorie esthétique, il n'a pas écrit comme Adorno une théorie de la nouvelle musique. Les impressions qu'il donne là sont extrêmement intéressantes, mais elles ne sont pas théorisées au sens propre. Mais dans la mesure où on peut y voir une intention théorique, c'est celle qui détache la musique de cela, et
la relie certainement au corps propre, c'est certain, mais par le biais plutôt de l'extériorité ou de la spatialité que par le biais de la pénétration dans le sens interne. Et en tout cas, certainement pas selon la ligne d'une progression qui ferait apparaître la désincarnation et l'abstraction progressive des arts comme culminant dans la poésie, en passant par les arts inscrits dans un support matériel comme la sculpture, la peinture, la musique et la poésie qui atteindrait totalement au pur spirituel. Tandis que là, il indique une voie différente qui est aussi, d'ailleurs, qui indique aussi un mode très différent d'approcher le musical que l'on peut trouver dans des œuvres qui ont été écrites, par exemple, sur le musical, comme celle de je ne sais pas quel est son prénom, de Rouget, sur la trance et la musique. Bon, c'est plutôt une musique qui est orientée de ce côté-là, du corporel, du spatial, de ce qu'on peut appeler la trance, c'est-à-dire la possession complète de l'être, de l'individu, plutôt que sur cette voie d'accès à une intériorisation telle qu'elle était vue dans l'interprétation romantique. Mais même s'il prend des auteurs tout à fait romantiques ou inspirés du romantisme comme Verdi et de Falla, il est certain que cette conception indiquée-là n'irait pas dans ce sens d'une spiritualisation et d'une intériorisation. C'est pourquoi tu as raison de parler d'un matérialisme, c'est certain, d'un matérialisme musical. Oui, donc pour François Châtelet, là, je vous lis ce qu'il dit. J'avais pris en note, je suis désolée, j'ai oublié l'ouvrage, la chronique des idées perdues, ça aurait été mieux de le... Mais bon, habitant la province, je l'ai oublié chez moi. Donc, en tout cas, j'avais pris des notes, et pour lui, la musique, ce qu'elle montre, je le cite, c'est une prodigieuse variété des modes combinatoires. Pour lui, la musique, c'est une image de la complexité des agencements, de forme et de matière dont il y a à rendre compte. Voilà, la musique pour lui, c'est l'image de l'irréductible diversité. En tout cas, c'est comme ça que la musique, qu'il conçoit que la musique le fait penser, puisque, en fait, c'est ça, la musique fait penser François Châtelet. Effectivement, elle le touche, et il en parle effectivement, il le dit dans ses émissions. Je ne suis pas un expert, je ne sais pas lire une partition, je suis toujours très très embêtée de la manière dont je parle de la musique, puisque je n'ai pas ce côté d'expertise. Donc il le dit, il en parle il en parle comme d'un usager de la musique. Cela dit, dans ce que j'ai lu ou dans ce que j'ai pu entendre, ça le fait penser, et ça le fait penser notamment par rapport à cette démarche de rendre compte peut-être de la diversité de la vie, de l'existence. De Deleuze, là, assez, oui. Du spinozisme de Deleuze, ou de ce que Deleuze, avec Guattari, a donné sur la musique dans 1000 plateaux, par exemple. Ce n'est pas, c'est plutôt inspiré de l'art. Je ne sais pas du tout s'il y a eu une connexion ou une collusion, si l'on peut dire, entre Deleuze et Châtelet à ce propos. Mais il est certain, comme Deleuze a écrit sur Périclès et Verdi à propos de Châtelet, comme il se voyait beaucoup, il est fort possible que des idées de Châtelet et les idées deleuziennes, bien qu'ils ne soient pas deleuziens, se sont conjointes
et que c'est dans une orientation de ce genre que ce texte, que ces paroles aient été prononcées, d'autant plus que ce sont des paroles, c'est pas un écrit à proprement parler, donc c'est très vraisemblable que on pourrait dire, sans se tromper, que c'est une conception, une inspiration deleuzienne que l'on trouve ici dans le texte de Châtelet. Et en tout cas, cette prédominance, cette prépondérance de la joie qu'il accorde à la musique et aux passions joyeuses, c'est là du spinozisme appliqué, bien que Spinoza n'ait jamais, à ma connaissance, écrit quelque chose sur la musique, mais enfin cette présence de la joie était évidemment spinoziste. L'émission date de 77, hein, le concert égoïste. Donc 1000 plateaux, Deleuze et Guattari, c'est quoi, 78, c'est ça? 80, oui, c'est 80, donc c'est 3 ans plus tard. D'autre part, Deleuze et... Donc il y a une connexion, il y a une collusion. C'est pourquoi j'ai employé le mot de collusion, c'est-à-dire une rencontre. Oui, voilà, c'est ça. Bien qu'il n'ait pas les mêmes goûts musicaux. Une communauté d'inspiration, d'idées de ce point de vue. Voilà, mais avec des goûts musicaux très différents. Ou alors Revaud d'Allonne, qui lui était théoricien. Pareil, avec des goûts différents. Mais qui lui était théoricien d'un côté très très différent, que celui de Adorno, qui lui était anti-stravinsiste, théoricien de la musique la plus abstraite qui soit. De la musique contemporaine, je ne pense pas que ça corresponde, bien qu'il y ait de la sensualité incontestable dans la musique de Schoenberg ou dans toute la musique moderne, mais qui ne s'est pas théorisé de ce point de vue-là, qui s'est théorisé au contraire du côté du formalisme le plus absolu, et même d'une musique qui, à la limite, prétendait être une musique qui n'était pas faite pour être entendue, comme on voit dans le Docteur Faustus de Thomas Mann, qui a été écrit sous l'inspiration de Adorno. Donc, une musique qui n'est pas faite pour être entendue, c'est intéressant, d'ailleurs c'est très intéressant, mais on en trouve un exemple dans la nouvelle Gambara de Balzac. C'est un musicien qui compose de la musique et qui vit au milieu d'une musique, mais qui est complètement inexistante, et c'est lui seul qui l'entend. Mais ça, c'est une autre façon, c'est un peu comme le chef-d'œuvre inconnu, ou de Balzac, où le summum de la peinture est une peinture qui n'existe pas, une peinture qui est un pur chaos de couleurs, et la musique également. C'est une sorte d'anticipation, au fond, de toutes ces spéculations sur la musique contemporaine. Mais ce n'est pas le cas de Châtelet, c'est pas le cas de Châtelet au contraire, puisque ce qu'il veut affirmer, c'est la sensualité profonde et la corporéité profonde du musical. Donc je termine et puis on arrête. Donc voilà, bon, de toute façon, comme on est parti sur d'autres choses au départ, donc je ne vais pas m'attarder plus longuement, mais en tout cas, je voulais, voilà, c'est vers ça que moi, que je me dirige. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre texte? Il y a ça. Je ne peux pas faire tous les textes. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres présences dans les archives. Il n'y a pas, ce que tu dis, les archives de Châtelet, il n'y a pas uniquement cette émission radiophonique sur la musique. Il y a des archives écrites, c'est ça. Non, les archives radiophoniques, c'est à l'INA.
les archives écrites, les papiers de François Châtelet sont c'est à ça. l'IMEC. Ah, c'est ça. Voilà. Et c'est donc ce que tu as vu, toi, alors? Moi, j'ai vu les deux, mais Ah. aujourd'hui, je ne vous parle que de la radio. Ah, que des Voilà. archives prononcées, oui. Exactement. Mais est-ce que la radio, est-ce qu'il y a à la radio des archives qui ne sont pas musicales? Oui. Bien oui. sûr, oui. Oui, Bien c'est sûr. ça. Ouais. Et alors, sur quoi ça porte, à ce moment-là? Oh. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que je vous ai dit, c'est sur à chaque fois, quasiment à chaque fois que François Châtelet sort un ouvrage, il y a par exemple 1970, une émission sur la philosophie des professeurs, ou alors au contraire il est comme intervenant, par exemple il y a une émission qui s'est tenue, je ne sais plus dans quelles années, sur l'utopie, donc François Châtelet fait une intervention sur l'utopie, ou au contraire une émission sur Vincennes. Attends, l'utopie, Voilà. qu'est-ce qu'il en a dit alors? Je peux pas vous le redire maintenant, c'est pas possible. C'est 150 pages, c'est énorme. Il fallait faire un choix. J'ai fait un choix, bon, donc bon, voilà. Vous lirez quand j'aurai fini la thèse. Bon, on en termine là ou je termine juste simplement sur ce projet d'une physique de la qualité. Voilà, donc qui est un peu la dernière orientation de Châtelet. Je ne vais pas te... Oui, parce que j'ai un train. Mais d'une pensée du futur aussi. Oui, mais pas aujourd'hui. Ah, c'est complètement autre chose. Alors physique, une physique, il appelle ça une physique de la qualité. Il dit même une physique de la qualité sensible. C'est ça, c'est intéressant ça. Voilà. Et donc de quoi s'agit-il? Alors, donc, pour lui, la musique participe, comme le rapport qu'il a eu aussi, enfin pas comme de manière égale, mais participe de cette recherche philosophique qu'il appelle le projet d'une physique de la qualité. Bon, il dit ça projet, bon, parce que au moment où il le dit, c'est les années 77, où il commence un peu à parler de ça, et bon, il meurt quelques années plus tard, donc il dit voilà, je suis dans ce projet-là, peut-être que finalement j'ai toujours cherché ça, et maintenant je sais que c'est ça, ce vers quoi je veux tendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet d'une physique de la qualité? Eh bien, c'est la définition qu'il donne dans la chronique des idées perdues, où il dit c'est un ensemble coordonné et non systématique de connaissances visant à éclairer les rapports pratiques. Donc, ensemble coordonné et non systématique de connaissances visant à éclairer les rapports pratiques. D'où l'importance dans ce projet d'une physique de la qualité, c'est effectivement se penser la vie, mais un penser la vie qui, effectivement, se séparerait d'une image de la philosophie qui a voulu penser la vie, mais en l'orientant. Là, il ne s'agirait pas de penser la vie en l'orientant, mais en essayant tout simplement de la saisir dans ses différences, dans ses nuances. Ce serait ça, le projet d'une physique de la qualité. C'est cela que François Châtelet a cherché avec Marx. Ça, il le dit dans la chronique des idées perdues. Et c'est cela aussi que la musique vient lui montrer. C'est aussi cela, son attachement à la musique, c'est la manifestation d'une recherche autre en philosophie, d'une autre manière de penser la vie en philosophie. Voilà. D'où voilà l'importance pour Châtelet de la musique et de l'art. Dans ce chapitre, Le bon plaisir, Châtelet évoque les forces de l'art, qui sont largement supérieures, dit-il, aux langues, pour exprimer l'inexprimable en mots. Les mots ne peuvent pas exprimer toute la diversité de la vie. Le langage a ses limites, ou les langues ont leurs limites, que l'art, que les forces de l'art peuvent révéler. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que ce chapitre aussi termine sur
Après avoir retracé tout son parcours intellectuel et tous ses rapports aux philosophes, les trois grands philosophes que vous connaissez, que sont Platon, Hegel et Marx, il refait une référence à Platon. Donc dans ce chapitre où Châtelet évoque les plaisirs sensuels, sexuels, les plaisirs de la musique, les plaisirs de la cuisine, faire la cuisine, Châtelet finit par dire que la musique, l'érotisme ou la cuisine, c'était quelque chose que Platon avait complètement éjecté de la cité bonne, de la Callipolis. Parce que ces types de plaisirs-là, la cuisine, la musique, l'érotisme, étaient des empêchements du pouvoir absolu de la raison. Voilà, un empêchement au pouvoir absolu de la raison de s'exercer. Voilà. Je termine, c'est fini. Mais ce ne sont que des... Cette émission, vous voulez dire? Oui, oui. C'était en, je l'ai dit tout à l'heure, 77. 1977. Mais il y a une raison précise sur le fait que ce soit justement une œuvre qui est censée faire l'apologie de la philosophie populaire, qui se retrouve dans les coffres-forts de l'État. C'est-à-dire les coffres-forts. Apparemment, il n'y a que toi qui as accès, et au lieu d'ouvrir ça à tout le monde, ou alors j'ai mal compris. Non, je suis... L'INA, c'est fermé, non? Non, si tu es chercheur, tu accèdes à l'INA. Si tu es chercheur, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas populaire d'être chercheur. Ah oui. Voilà, il est là. Donc évidemment, ça renvoie à cette question de Platon. Et ça me fait penser finalement à des thèses de Rancière, surtout comme la lutte des prolétaires, où il y a tout l'intérêt à laisser les peuples dans l'ignorance, parce que finalement c'est dangereux ce qu'il y a derrière. Alors là, c'est par rapport au fait que... La philosophie en tant que vérité, pas en tant que bonté, ou d'amour, ou quoi que ce soit, de vérité. Et là, ce serait populaire dans la mesure où... ça renvoie à Nietzsche, quoi. C'est dangereux à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve ça d'autant plus paradoxal que ce soit ces thèses-là qui s'ouvrent au plus grand public, qui se trouvent restreints à des chercheurs, à des gens qui sont tous sauf dangereux. Je ne sais pas comment Là, c'est la culture. Répondre. Moi, je suis chercheuse, mais on ne peut que répondre personnellement. Moi, je suis une chercheuse, mais une chercheuse de Paris 8, donc forcément très atypique, donc forcément avec un parcours personnel très atypique. Oui, Et l'INA est ouvert aux gens. Bon, soit tu es chercheur, soit tu acceptes à la journée de payer ta carte pour accéder à l'INA. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Oui, bon, mais c'est aussi un centre d'archives audiovisuelles. Bon, effectivement, tu passes devant des gens qui t'interrogent, qui te demandent pourquoi tu veux écouter ça. Bon, c'est vrai. Bon, mais je ne peux pas répondre autrement que ça. Je pense que ce serait intéressant de creuser aussi dans cette direction, quoi. Mais ce serait dangereux pour... Non, c'est la conservation. Je crois que c'est tout simplement la conservation du patrimoine. Le plus gros problème, je crois, de François Châtelet, c'est qu'effectivement, les ouvrages dont je vous parle là, la plupart ne sont pas republiés. C'est ça le vrai drame. Parce que je crois que l'INA diffuse de manière gratuite des petites interventions sur son site. Bon, mais je crois que le plus grave, c'est que quand même, François Châtelet, la majorité de son œuvre n'est pas republiée. Il y a quand même une grande partie de son œuvre. Alors ça vient, mais bon, ce roman n'est toujours pas republié. La chronique des idées perdues non plus. Logos et Praxis, ça a été fait il y a quelque temps. Naissance de l'histoire, ça marche relativement. Et puis il y a tous les petits articles que Châtelet a écrits qui sont disséminés. Là, il y a un véritable travail de recollection de son œuvre qui est disséminé. Et je crois que c'est ça, le premier truc qui me... Si tu veux, ça, c'est annexe, c'est des émissions, bon. Mais déjà, son œuvre écrite, pour en faire la recension, c'est pas évident, d'autant plus que Châtelet a écrit déjà, quand il était en Tunisie, il écrivait déjà pour des petits journaux, etc. Donc c'est vraiment toute la recollection de l'œuvre, là, il y a un véritable travail de chercheur à faire.
faire, ouais. Faire remonter ça, certainement. Et publier tous ces articles, ceux que j'ai lus, là pour le coup, à l'IMEC, donc les archives papier, il y a des choses, une beauté, enfin, vraiment, c'est au sens où c'est fort pour aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment très fort pour aujourd'hui, et ça. Parce que sur Internet, il y aurait la place. Il y a tellement d'anneries. Ah oui, ça c'est clair, ouais, c'est bon. Ça, c'est les ayants droit, hein, tu sais, nous, chercheurs, on n'a pas. Sans les ayants droit, on ne fait rien. C'est les ayants droit qui s'occupent de ça. Donc voilà comment je peux te répondre. Voilà. Oui, mais ça, ce que tu as, tu éveilles ma curiosité, parce que ça, ce que tu as recopié, qu'est-ce que c'est, toutes ces fascicules que tu as là, qui contient quoi? C'est ça que je n'ai pas très bien compris. Ce sont toutes les émissions que j'ai transcrites, des émissions radiophoniques que j'ai transcrites par rapport aux étapes de la thèse. C'est ça, mais, voilà. Ma curiosité est excitée par le fait de savoir, tu ne nous as pas dit, tout au moins c'est moi qui l'ai pas saisi, sur quoi ça porte exactement. Mais sur plein de choses. Sur mais quoi? C'est colossal. C'est ces ouvrages, l'histoire de la philosophie. C'est, je vous dis, des émissions thématiques sur la musique. C'est une émission thématique. C'est énorme. En fait, ça, c'est à lire. C'est ça, mais lis. Excusez-moi. Si tu en lis à la suite une dizaine, j'aurai plus de facilité de me rendre. Comment ça s'appelle? Il y a des titres? Oui. Et quels sont les titres? Alors, donc le premier, Heures de culture française, la vie intellectuelle, thèse en Sorbonne, la formation de la pensée de l'histoire. Donc ça, c'est les thèses en Sorbonne. 2. Recherche de notre temps, donc ça c'est les titres d'émissions, et puis le sous-titre L'homme, le public et la connaissance, France Culture, 1964. 10 ans de création dans les lettres et les arts, 10 ans de création philosophique, 67. Les idées et l'histoire, Notre temps, du 21 août 72. Mais ça se présente sous quelle forme? Il y a des questions-réponses quand tu retranscris. J'ai retranscrit des entretiens. Là, c'est des questions. Comment ça se présente? Est-ce que si tu voulais en lire une page, ça se présente comment? Et comment ça se présente l'émission? Il y a quelqu'un qui parle et qui interroge Châtelet ou c'est lui qui parle? Ça dépend des émissions. Il y a des émissions où celui qui pose la question, ça a été fait, je sais pas, c'est dommage que... Oui. On lui a posé des questions, mais ça n'a pas été enregistré. Donc finalement, c'est lui qui parle tout seul. Ça, il y a quelques émissions. Puis il y a des émissions où c'est de véritables entretiens entre un journaliste et lui. Moi, j'ai écouté une très belle sur Nietzsche. Oui. Où il explique d'une façon extrêmement claire ce qui est la pensée de Nietzsche pour lui. Mais là, par exemple... C'est Christine Goémé qui a republié ça avec Frémaux et Associés. C'est très très beau. Mais là, par exemple, ce que tu as, comment ça se présente? Là, c'est assez particulier parce que là, François Châtelet ne parle pas. Là, c'est la recension de ce qui s'est passé le jour de sa soutenance de thèse. Mais là, c'est, si vous voulez lire, regardez, voilà. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Recherche de notre temps, l'homme, le public et la connaissance, France Culture. C'est ça, Jean Negroni, oui, mais il est connu. Negroni, François Châtelet, voilà, c'est ça que je voulais entendre. François Châtelet, définirez-vous la culture comme un phénomène social total? La notion de phénomène social total, c'est une notion de Mauss, de Marcel Mauss, qui est connu sociologique. Alors Châtelet répond qu'on me permette tout d'abord de rappeler une distinction courante et commode, celle qu'il convient de faire par abstraction mentale face à une société donnée entre civilisation et culture.
Ah, ben c'est intéressant, c'est ça, parce que c'est explicatif, ça montre justement comment Châtelet introduit, il aime bien introduire les distinctions, les classifications. Il l'avait dit dans la chronique des idées perdues, dès l'enfance, son grand problème a été la classe. Classer. Alors là, il classe. Donc on voit Châtelet intervenir, et c'est ça qui montre Châtelet intervenant dans une émission radiophonique, et au lieu de se contenter de choses vagues, il va introduire tout à coup, c'est ça, c'est important ça, dans cette optique, le terme de culture, alors c'est ça, donc il veut que l'on précise d'abord les choses, il ne veut pas se contenter donc c'est la philosophie introduite comme ça, c'est ça qui introduit tout à coup la réflexion philosophique, mais de quoi parlez-vous? Voilà, ça veut dire, c'est de savoir de quoi l'on parle, et non pas se contenter de se lancer des mots à la figure et se gargariser des mots dont on se sert. Alors c'est ça le contraire que Châtelet entend par son intervention de philosophe. On voit justement l'accent, la force à ce moment-là de l'intervention là-dessus, mais il serait intéressant en effet d'analyser tous ces textes et de bien présenter la nature de ces interventions. C'est pour ça que je te disais de quoi s'agit-il dans ces interventions. Chacune a certainement sa spécificité. Oui, mais c'est pas... Il intervient, oui. Moi, je ne suis pas partie dans l'idée de commenter ces textes. Ces textes-là sont pour moi une manière d'enrichir l'œuvre de François Châtelet, sa pensée, sa parole, et je ne vais pas du tout... Bon, par contre, effectivement, j'en fais des notes de bas de page pour confirmer. Mais c'est donner d'abord à lire. Voilà, c'est d'abord donner à lire. Moi, c'est ça que je fais là. Et je ne ferai pas autre chose parce que j'ai suffisamment de travail. Voilà, donner à lire, voilà, c'était un peu comme bon. Enfin, voilà. Mais c'est un gros travail, effectivement. Ça pourrait être même publié. Il y a des choses là. C'est ça. Mais donc, ce n'était que. Ici, comment tu as pu arriver à tu avais des oreilles, des écouteurs? Oui, on a des postes individuels sur ordinateur. C'est ça. Donc, c'est ça, un travail d'archiviste et voilà, c'est ça. de décrypteur. Voilà. Je ne sais pas comment ça va dire. Un peu comme les autres dont tu avais, et qui sont venus la dernière fois, dont tu avais parlé, Constantin Hérodoto, quand ils nous ont donné aussi des archives, mais là, les archives pour lui, c'était pas tout à fait pareil, c'était pas parlé, c'était des archives qu'il fallait décrypter, mais ça c'était pas avec l'écouteur, c'était avec la loupe. Ah bah oui, on a toujours besoin d'un appareillage, parfois c'est auditif, et parfois c'est visuel. Donc le travail de recherche au sens propriétaire là, est quelque chose de tout à fait bien défini et montre justement, c'est pas tout le travail, mais quand même c'est un apport essentiel à ce moment. En tout cas, c'est comme ça. Je l'ai fait. Et encore une fois, sans destination spéciale. Voilà. C'est fait, comme dit Deleuze. Il faut faire. Comme dit Clint Eastwood. Il faut faire. J'ai fait. Et ça, ah oui, c'est ça. C'était ce que toi, tu avais fait. Oui, j'avais relu un peu. J'ai pas eu le temps de parler de Jean-Clé Martin, mais voilà, il y a le texte de Jean-Clé Martin. Mais je sais pas, c'est existant encore, non? C'est épuisé maintenant. Il y a des exemplaires au département de philosophie. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et ce numéro de critique, excuse-moi une seconde, ça, mais tu te l'es procuré récemment, ce numéro? Non, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai plus de 5 ou 6 ans. La philosophie, malgré tout. Ouais. Mais il y a tout un tas de noms là. Il y en a des gens. Ouais. Tiens, comme c'est curieux. Il y a Jacques Poublin même. Ouais. C'est bizarre. Et à propos de quoi ça va être Vincent Descombes, mais je te laisse, oui, tu dois partir. Il y a Châtelet, et comment Châtelet et
Poulain est intervenu quand Châtelet, pourtant, n'était plus là, était mort, et il existait à cette époque. Il devait être très jeune. Alors. Oui, il devait être étudiant, peut-être. Ah, oui, c'est ça. Parce qu'on voit Jacques Poulain qui était intervenu là, avec Emmanuel Lévinas également. Ouais. La pensée de l'être, la question de l'autre. Il y avait Louis Marin et Jacques Poulain, aphorisme pour une vie qui n'a plus besoin d'être sage, comme c'est curieux. Agile Deleuze, philosophe est très intéressant, et minorité, et lui, François Châtelet, avait, c'est ça, l'idée d'une philosophie populaire, oui. C'est très intéressant ce numéro. Et comment vous avez pu vous le procurer? Sur Internet. Et tu savais qu'il existait? Oui. C'est de février 1978. C'est tout à fait bon. Ça c'est bien. Au revoir. Félicitations, il faut applaudir. Non. On n'applaudit pas. Et oui, c'est très intéressant. Donc, je vous rappelle que au milieu des difficultés insurmontables que nous traversons, puisque c'est ça, comment pourrait-on dire, l'université se trouve dans cet état d'apesanteur et de dispersion permanente qui fait penser à l'évanescence ou l'évanouissement du Christ après sa résurrection, que nous en ferons malgré tout des sans être christologiques, nous ferons malgré tout quelques apparitions christiques dans le courant du mois, dont le 14 et dont le, qu'est-ce qu'on avait dit après le 14, le 28. Le 14. Et non, et Non, si, le 7. si, le 14 juin. Et le 7. Le 7. Non? La semaine prochaine. Qui a dit le 7? Toi. Non, on demande. Personne n'a dit le 7. Si, vous. C'était en 15 jours. Ah. Dans 15 jours. C'est les vacances. Donc 14. Le 14 et dans 15 jours d'après, Le le 28. 28. Et vous faites encore un cours après? Oui, le 28. Ah, mais peut-être que je crois pas, parce qu'ensuite ça nous porte en juillet, alors mais il faut quand même faire une séance. Si je pouvais faire quelque chose, ça dépend du nombre des gens qui seraient, on ferait une séance de bilan ou de conclusion 8 jours après, mais ça nous porterait, après le 28, ça fait le 29, 30, il n'y a pas 31, 1, 2, 3, 4, 7, ça nous porterait au 5, 4, attendez, 28. Le lendemain, c'est 29, c'est un vendredi. L'autre lendemain, le 30. Bon. Alors, le dimanche 1 juillet, 2 lundi, 3 mardi, 4 mercredi, 5, au maximum, mais je crois que c'est une vue de l'esprit, au sens négatif du terme, au maximum, on pourrait peut-être faire quelque chose le 5 juillet. Oh, ça fait tard. Mais ça fait tard pour tout le monde. Donc, mais il faut quand même faire un appel de façon à ce que l'on puisse rentrer. Parce qu'ensuite, ça fait rentrer en octobre. Parce que moi, je rentre. Généralement, je mets toujours les rentrées d'octobre vers le 15 octobre. Donc, si il y avait mais le 15 juillet, le 5 juillet, tout le monde sera parti. De toute façon, il faudrait qu'en ce moment-là, on puisse être présent le 28 juin. Parce que quand on prendrait les décisions, on verrait comment faire, une organisation contre les obstacles, parce que c'est une course d'obstacles, vous avez bien ce machin-là, parce que c'est une course d'obstacles, parce que l'université, d'après ce que j'ai compris, est essentiellement transformée en colloque ou en examen. Alors entre les colloques et les examens, il n'y a plus de séminaire, il n'y a rien.
C'est évident. C'est vrai. C'est toi qui permets de maintenant le séminaire. Mais j'avais pas eu beaucoup de temps pour travailler. Hein. J'ai tellement travaillé au lycée, c'est la catastrophe. D'autant plus que tu vas faire le bac. Je fais le bac, j'en ai ras le bol de faire des exposés comme ça. Quand tu... Bah là, en ce moment, je fais l'apologie de Socrate en plus. Je termine par l'apologie. Les copies à corriger, tout ça. Et quand est-ce que j'arrive? Les copies... Eh bien, le bac commence, la philosophie, c'est le 18 juin. Mondial d'ambassade. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire une recension des archives radiophoniques. Non, mais C'était, vous voyez, j'ai pas le temps, quoi. C'est pas le problème, ça parce me que tue, tu nous quoi. en as montré, au contraire, tu as montré quelque chose qui est du plus d'intérêt. Oui, mais c'est difficile d'en parler à l'oral. C'est très difficile de parler d'archives. Surtout la radio. Mais je te dis, dans ta thèse. Ah oui, dans la thèse, il n'y a pas de Eh ben problème. oui. Non, c'est à l'oral, c'est d'en parler à l'oral. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui ne voyaient pas à qui ça faisait référence. Ça, je n'y attendais Parce pas. que là, je fais un petit reproche parce que il aurait fallu être. Tu as été un peu allusive comme si les gens savaient de quoi il s'agissait. Il faut dans ces cas-là être d'une précision extravagante. Moi, je te Il faut dire, précise, voilà, il y a un je dis livre, tout voyez plus. ce livre, il existe. Oh, faut pas déconner, Il est comme je le ça, fais même pas au lycée, hein. parce que sinon les gens comprennent pas ce que c'est. Les archives radiophoniques de François Châtelet, tout le monde comprend ça. Non. Oh, faut pas déconner. Même les lycéens, ils Non, mais comprennent. absolument pas, tu as fait qu'il y a des étrangers, donc comment... Ah non, les étrangers, c'est autre chose. Je parle pas des étrangers. Mais Yao Chu, il n'a pas de problème à comprendre. Yao Chu, il n'a pas eu de comprendre. J'aurais pas compris ce que c'était que les archives radio. Oui. De Châtelet. C'est pas du tout. Parce que c'est pas toujours accessible, ces archives. Parce que parfois, c'est parce que Noël Châtelet, certainement, a fait en sorte qu'elles existent, parce que c'est extrêmement fréquent qu'il y ait des gens qui n'aient pas du tout d'archives. Ils ont utilisé la radio, qui n'est pas d'archives radiophoniques. Parce que les radios font comme tous les magasins, c'est-à-dire ils liquident les stocks, de sorte que souvent ils suppriment. Non. Là, les émissions de radio, il existe un dépôt légal de la radio comme il existe pour le livre. Donc tout est conservé à partir du moment où le dépôt légal a été mis en... Ah non, c'est... À la nationale? Oui, tout est conservé. Tout, à partir, vous avez les archives donc antérieures au dépôt légal et les archives postérieures au dépôt légal. Et vous avez tout. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce que Hein. moi j'ai vu quelques interventions de radio. Eh ben on peut vous écouter. Il faut taper René Scherer à l'INA et on écoute les émissions où vous êtes intervenus. Bien sûr. Bien sûr. Heureusement. J'y tiens pas, Mais c'est comme ça. Ils conservent tout. Ils ont... Prends une pastille. Excusez-moi, parce que Pareil pour les archives.